Donc nous abordons la quatrième partie de notre cours sur les définitions de la philosophie, cette enquête pour savoir comment on peut définir la philosophie aujourd'hui. Et cette quatrième partie sera consacrée à ce qui fait finalement l'étymologie du sens de philosophie, à savoir la définition de la philosophie comme sagesse. Et pour bien situer cette quatrième interrogation, je rappelle l'ensemble du chemin parcouru. Nous avons défini la philosophie d'abord par une histoire. Le philosophe est un lecteur ou un relecteur, c'est quelqu'un qui lit ou relit la tradition philosophique. Et il le fait de manière approfondie, et il le fait d'une manière qui a parfois consisté à considérer en effet que ce travail de lecture ou de relecture était la philosophie elle-même. On l'a vu avec Hegel, on l'a vu également avec Nietzsche. Néanmoins, pour que cette lecture ait un sens, il faut qu'elle nous apprenne quelque chose. D'où une deuxième tâche de la philosophie, qui est de comprendre le monde tel qu'il est, comprendre le réel. Et cette deuxième partie de la philosophie, cette deuxième définition, c'est la philosophie théorique, philosophie spéculative, qui va s'attacher à comprendre le monde tel qu'il est, et plus précisément à comprendre l'être du monde. C'est ce qui fait le propre de la définition de la philosophie par rapport aux autres sciences, qui sont, on l'a vu, des antiques, c'est-à-dire qui essaient d'étudier le fonctionnement des différents objets qui composent le réel. La philosophie est une ontologie qui réfléchit à la définition même du réel. Donc, trois tâches dans cette partie théorique. La tâche d'aider la science à définir ce qu'est un savoir vrai, ce qu'on peut appeler l'épistémologie. Une deuxième tâche qui est l'ontologie, c'est-à-dire définir le réel lui-même, de quelle définition du réel les sciences ont-elles besoin pour fonctionner. Et puis troisièmement, question extrêmement difficile, pourquoi cette ontologie? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est la phrase fameuse, la question fameuse de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien qui s'interroge sur le fondement du réel? Et puis nous avions vu une quatrième tâche dans cette partie théorique qui consiste à dire que finalement cette question du pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien n'a pas de réponse définitive. Et donc néanmoins sur le refus de cette réponse se dessine une interrogation sur la manière dont le monde se donne à nous, la donnéité du monde, et cette quatrième tâche est la tâche phénoménologique. Partie théorique où l'on voit bien en quel sens la philosophie est une science et n'est pas une science. Elle est une science dans la mesure où elle est science du réel en tant que réel, ontologie. Elle n'est pas une science parce qu'à la différence des autres sciences, elle n'a pas une part du réel qui lui revient en propre. Première tâche donc, on est bien d'accord, histoire de la philosophie. Deuxième tâche, théorique, comprendre le réel tel qu'il est. Troisième tâche, pratique, une fois qu'on a compris le monde ou la définition du réel tel qu'il est, la question de savoir comment vivre. Comment vivre, que dois-je faire dans ma vie? C'est la partie qui concerne la philosophie pratique, où la philosophie elle-même rencontre d'autres interrogations qui sont importantes de distinguer, qu'il est important de distinguer, la partie politique, la partie éthique, la partie, le cas échéant, juridique. Que dois-je faire? Que dois-je faire dans le monde? Quels sont les principes qui peuvent guider mon action dès lors que autrui est en jeu? C'est la réflexion éthique. Quatrième grande partie, c'est celle que nous abordons à présent, qui ne concerne pas simplement qu'est-ce que le réel, qui ne concerne pas simplement comment vivre, quelles sont les règles du jeu, mais qui concerne le pourquoi. Pourquoi vivre, le pourquoi de la vie, ou, dit différemment, la question du salut. La question du salut, c'est pourquoi on peut appeler cette interrogation l'interrogation sotériologique. Sotériologique, c'est-à-dire la doctrine du salut. Qu'est-ce qui peut nous sauver? À quoi bon vivre? Et je voudrais bien mesurer l'importance de cette troisième question, et qui définit, comme les autres aussi, l'approche particulière de la philosophie, par une métaphore que je reprends à Luc Ferry et qui me paraît extrêmement éclairante. Considérons que la vie est une sorte de jeu. Eh bien, quand on joue, on commence par connaître le terrain de jeu. Voilà, si on joue au foot ou au tennis, on commence à repérer le terrain de jeu, les lignes, voir l'endroit où on va jouer. C'est la partie théorique. Ensuite, pour pouvoir jouer, il faut connaître les règles du jeu.
Si vous jouez aux échecs, il faut savoir comment les différentes pièces se mobilisent et se meuvent elles-mêmes, quelles sont les règles du jeu qui nous permettent de jouer. Et puis il y a une troisième question, tout à fait essentielle, qui est la question pourquoi joue-t-on ? Est-ce que ça nous amuse? Est-ce que ça nous intéresse? Quel sens a-t-on dans ce jeu? Est-ce un simple divertissement, pour parler pas comme Pascal, ou est-ce qu'il y a un sens plus profond? Pourquoi nous sommes passionnés par les sports, notamment? Voilà, une question intéressante. Pourquoi joue-t-on? Quel est le terrain de jeu? Quelles sont les règles du jeu? Pourquoi joue-t-on? Vous voyez que si on transpose jeu par vie, quel est le terrain de la vie, c'est-à-dire le réel? Quelles sont les règles du jeu de la vie, les règles pratiques, juridiques, politiques éventuellement? Et pourquoi vit-on? Pourquoi joue-t-on? L'intérêt de cette métaphore du jeu est que c'est assez similaire. Nous savons qu'un jeu a une fin, et pourtant cela ne nous empêche pas de jouer. Nous savons que la vie a une fin, et pourtant cela ne nous empêche pas de vivre. Donc cette métaphore du jeu est assez puissante et elle nous invite à répondre à cette question: pourquoi vivre? Pourquoi vivre alors même que nous savons que nous sommes mortels? C'est la grande question du grand philosophe Woody Allen. Pourquoi vivre? Ou un autre philosophe aussi important, Pierre Desproges, qui disait « Vivons heureux en attendant la mort ». Oui, c'est ça, la condition humaine, comment vivre le plus heureux possible en attendant une mort qui est par ailleurs tout à fait certaine. Cette interrogation sur le salut, sur le sens de la vie, sur savoir s'il y a du sens ou un sens dans la vie, elle est au cœur de toute la réflexion philosophique. Et évidemment, dans cette perspective, la philosophie, elle, là non plus, n'est pas totalement seule. Elle a, j'allais dire, sur cette question, deux concurrents. La religion et la psychologie, pour aller vite, avec lesquels elle peut tisser d'ailleurs des liens, non pas conflictuels, mais des liens de complémentarité. La religion, c'est évident, parce que la religion, c'est d'une certaine façon, elle, semble-t-il, qui a le monopole de la question du salut. C'est celle qui nous promet, le cas échéant, une vie après la mort, en tout cas qui nous raconte une histoire plus ou moins crédible, si on y croit crédible, si on n'y croit pas incroyable, une histoire qui nous permet de donner un sens à la totalité de notre existence, même des souffrances que nous pouvons rencontrer. Simplement, la grande différence entre la philosophie et la religion ici, c'est que le salut dans la religion nous vient d'ailleurs. Il nous vient de Dieu, du ciel, alors que dans la philosophie, il y a cette prétention, que vont d'ailleurs contester, dénoncer plutôt les religieux, cette prétention que le philosophe peut se sauver lui-même, que justement ce travail de lecture, ce travail d'étude, ce travail de réflexion est en soi une sorte de travail visant le salut. C'est ce que dit très bien Spinoza au début du traité de la réforme de l'entendement. Il se pose des questions qui l'angoissent beaucoup par rapport à tout ce qui l'angoisse dans la vie, et s'apercevant qu'il réfléchit à ces questions, il sent que cela va déjà mieux. Le fait même de réfléchir nous apporte une forme de réconfort. C'est une des vertus de la consolation de la philosophie. Donc première concurrence, religion et philosophie. Le salut vient-il d'en haut, du divin, de la transcendance, ou le salut vient-il de nous-mêmes, de notre travail intellectuel? Voilà une première manière d'envisager la concurrence. Deuxième concurrent, qui est la psychologie. La psychologie, elle aussi, ne répond pas. Alors, elle ne répond pas à la question du salut, mais dans les moments où nous sommes, disons, déprimés, où nous n'allons pas bien, où effectivement le sens des choses nous intéresse et nous interroge, eh bien, en général, c'est assez efficace. D'ailleurs, on peut aller voir quelqu'un pour en parler, comme on dit, et avoir une sorte de travail sur soi, justement, pour parvenir à aller mieux, à faire en sorte que nos conflits psychiques soient, sinon résolus, du moins atténués, et que la vie puisse reprendre son cours. Alors simplement, la différence ici n'est pas entre un salut qui viendrait d'en haut, une guérison qui viendrait d'en bas, mais d'une certaine manière par le fait que la psychologie s'intéresse, va tenter de nous confronter à notre propre histoire pour voir ce qui, dans notre propre histoire personnelle, pour la psychanalyse par exemple, ou pour les psychologies comportementales, voir ce qui nous bloque.
d'une certaine façon, comme un kinésithérapeute va essayer d'identifier les points de blocage et à force de travailler sur ces points de blocage, eh bien de débloquer et de nous permettre d'affronter à nouveau l'existence, c'est-à-dire de remettre un peu de cohérence dans le flux de notre existence, grâce notamment au travail du récit ou par des exercices. Voilà. La tâche rapidement rappelée de la psychologie, donc c'est à notre destin personnel, d'une certaine façon, qu'elle nous renvoie. La philosophie, sans négliger forcément toutes ces pistes, va plutôt réfléchir à ce qui fait la condition humaine elle-même. Pour le dire d'une phrase extrêmement simple, en donnant un exemple extrêmement simple, s'il nous arrive une catastrophe, quelle qu'elle soit, collective, il y a un accident auquel nous assistons, on va souvent nous proposer une aide, une assistante psychologique pour essayer de justement verbaliser ce que nous avons vécu et qui nous a traumatisés, pour essayer de trouver toute une série de pratiques qui permet d'atténuer le traumatisme que nous avons vécu. Bien, c'est tout à fait utile et très intéressant. Simplement, voyez bien la différence avec l'interrogation philosophique. L'interrogation philosophique va réfléchir non pas à nos petits traumatismes personnels, mais à la condition humaine en général. La mort existe toujours. Aucune psychologie ne peut abolir la mort. La tâche du travail philosophique, c'est précisément non pas de réfléchir au traumatisme ou aux conflits intérieurs qui nous empêchent de vivre, mais bien plutôt de réfléchir à la condition humaine en général en tant qu'elle est mortelle. Je donne un petit exemple de cette réflexion. Quand on dit l'homme est mortel, ce n'est pas simplement parce qu'il meurt. Il n'est pas le seul des êtres vivants à mourir. Ce n'est pas non plus parce qu'il sait qu'il va mourir. C'est vrai que c'est un peu fâcheux de savoir que nous allons mourir, parce que nous allons effectivement être angoissés par ce néant qui s'annonce à nous. Mais plus profondément, disent les sages de l'Antiquité, sur ce point ils sont assez largement d'accord, l'homme est mortel non pas parce qu'il meurt, ni même seulement parce qu'il sait qu'il va mourir, mais l'homme est surtout mortel parce que cette peur de la mort, cette angoisse de la mort, l'empêche de vivre. La plupart du temps, sa vie est gâchée par toute une série de considérations qui l'empêchent simplement de vivre sa vie. Ces considérations, on peut les énumérer, elles sont extrêmement simples. Quand nous vivons un instant, bien souvent cet instant, nous ne le vivons pas parce que cet instant est parasité par le passé. Nous pouvons nous rapporter au passé de deux manières, soit par le regret, soit par le remords, soit en se disant « Tiens, c'était formidable avant, les temps sont perdus, c'est terrible, ah, qu'est-ce que c'était mieux dans le passé ?» soit par les regrets en disant « Oh, j'ai une culpabilité qui me pèse sur moi, par le remords, pardon, j'ai une culpabilité qui pèse sur moi, et ce passé eh bien, m'empêche de vivre parce que je l'ai toujours en tête, et donc je ne vis pas véritablement ma vie. » Et puis, de l'autre côté, on peut considérer que notre vie est saccagée, gâchée par le futur. Soit un futur qui nous tétanise, qui nous fait peur. Demain, ce sera pire, ça va être terrible. Et donc, je ne peux pas vivre le présent précisément parce que demain m'angoisse. Soit, au contraire, par l'espoir. Cet espoir qui me réjouit, je me dis, demain, ça sera formidable, il y aura les cadeaux de Noël, ça va être génial. Mais cet espoir-là m'empêche de vivre le présent. Et d'une certaine façon, les regrets, les remords, la peur de l'avenir et l'espoir nous gâchent la vie présente et nous empêchent de vivre. Et donc, disent les grands sages de l'Antiquité, si l'homme est mortel, c'est pas tellement parce que sa vie est courte, c'est pas simplement parce qu'il va mourir, c'est pas simplement parce qu'il sait qu'il va mourir, c'est que la petite vie qu'il a, il ne la vit jamais. À tout moment, cette vie est parasitée par des pensées, par des espoirs, par des peurs, passées ou à venir, qui l'empêchent d'habiter. Et quand il lui arrive à cet homme d'habiter le présent, ça arrive de temps en temps, c'est sous deux registres très particuliers, la souffrance et l'ennui. C'est une phrase terrible de Schopenhauer, la vie humaine oscille tel un pendule de gauche à droite entre la souffrance et l'ennui. Quand nous sommes dans le présent, c'est la souffrance ou l'ennui. Vous voyez, quand on a mal quelque part, quand on souffre chagrin d'amour, que le temps ne passe pas, on sent que ça dure, ça dure, ça dure. On habite le présent, mais quelle souffrance, quelle souffrance.
Et l'ennui, c'est presque encore pire. Vous voyez, quand vous ennuyez dans un cours, on a l'impression que, c'est pas évidemment le cas après, en ce moment, mais dans les cours, les autres cours, on a l'impression que le temps ne passe pas, que la trotteuse recule sur la montre, enfin quand il existait des trotteuses sur les montres, et que vraiment le temps se passe extrêmement lentement. Et donc la vie humaine est gâchée du début à la fin. Le passé nous empêche de vivre le présent, le futur nous empêche de vivre le présent, et ce présent se vit uniquement sur 2 registres, la souffrance et l'ennui. Voilà la triste condition humaine. Et donc c'est vrai que si on en restait là, on se dit, c'est juste, ça vaut pas le coup d'insister en quoi que ce soit, il vaut mieux penser à autre chose et évidemment se divertir, par exemple jouer, pour au moins habiter le présent d'une manière qui soit une manière réjouissante sans être forcément sensée. Voilà pourquoi la vie humaine est mortelle. Voilà pourquoi, effectivement, pour cette condition-là, la psychologie ne suffit pas. Elle est très utile pour les destins individuels, mais sur ces questions-là, elle est insuffisante. Voilà pourquoi non plus la religion n'apporte pas de réponse selon les philosophes, parce qu'il faut attendre une réponse d'ailleurs, qui vient ou qui ne vient pas. Et donc la philosophie va embrasser, à proprement parler, cet immense chantier de la condition humaine. Pourquoi vivre cette vie qui, présentée comme ça, nous paraît en effet totalement désespérante, au sens strict du terme, n'avoir aucun intérêt, cette vie qui n'est finalement jamais là. D'où les 2 grands objectifs de la philosophie, ou plus exactement les 3 grands objectifs de la philosophie par rapport à cette situation. Premier grand défi, comment vaincre les peurs? Comment abolir ces peurs? Comment, à tout le moins, si on ne les vainc jamais complètement, apprivoiser ces peurs qui nous empêchent de vivre le présent? Première grande question qui fera l'objet d'une petite vidéo à venir. Deuxième grande question, est-ce que nous pouvons être heureux? Est-ce que nous pouvons, d'une manière ou d'une autre, vivre cette vie, la vivre pleinement, la vivre agréablement, la vivre confortablement, la vivre heureusement, tout simplement? Et quelle est cette définition du bonheur que nous pouvons acquérir? Est-ce que ce bonheur peut être accessible? Comment on le fabrique? Voilà la deuxième grande question. Donc vaincre les peurs, atteindre si possible le bonheur ou une forme de bonheur, voir si c'est envisageable. Et puis troisième interrogation, effectivement la question de la mort. Quelles sont finalement les grandes réponses à cette question? Pourquoi vivre alors que l'on sait que l'on va mourir? Est-ce que la philosophie peut apporter une quelconque consolation à l'égard de cette question-là? Voilà les 3 points que nous allons examiner dans une prochaine vidéo, dans 3 prochaines vidéos: les peurs, le bonheur et la question de la mort et du salut.